La nouvelle est tombée discrètement, presque comme un murmure, dans les colonnes du carnet nécrologique du Figaro. Pourtant, pour ceux qui connaissent l'histoire des grandes familles russes exilées en France et les passionnés de culture audiovisuelle, elle a la résonance d'une page qui se tourne. La princesse Hélène Gagarine, sœur aînée de l'actrice Masha Merrill, s'est éteinte à l'âge vénérable de 96 ans. Un âge qui témoigne d'une vie longue et riche, traversée par les bouleversements du XXe siècle, mais aussi d'un parcours discret et élégant, fidèle à un certain esprit de dignité propre à ceux qui ont grandi dans l'ombre d'une histoire familiale marquée par l'exil et la résilience. Hélène Gagarine n'a jamais recherché les feux de la rampe. Contrairement à sa cadette Masha Merrill, figure publique incontournable du cinéma et du théâtre français, elle avait choisi les coulisses. C'est dans l'ombre des studios, derrière les tables de montage et les projets de production, qu'elle avait construit sa carrière, façonnant avec minutie et talent les œuvres de réalisateurs et de producteurs qui y ont marqué les années 1970. Cette humilité ne doit pas masquer l'importance de sa contribution. Dans le monde de la télévision et du cinéma, un bon montage peut transformer un projet ordinaire en succès mémorable. Sa disparition laisse un vide non seulement dans sa famille, mais aussi dans la petite communauté de techniciens, artistes et producteurs qui ont travaillé avec elle. Monteuse et productrice, elle a collaboré à des productions devenues cultes. Les amoureux des séries de cette époque se souviendront d'Aux frontières du possible, une fiction d'anticipation audacieuse pour son temps. Ou encore de Belle et Sébastien, dont elle a façonné plusieurs épisodes. Le nom d'Hélène Gagarine apparaît aussi dans les génériques de Vidocq, Sébastien parmi les hommes, Sébastien et la Marie Morgane et les enquêteurs associés. Son parcours professionnel illustre une époque où la télévision française vivait une véritable effervescence créative. Les années 70 sont celles de l'expérimentation, de l'audace narrative, mais aussi d'une certaine qualité artisanale. Les équipes étaient au plus réduites, les moyens moins colossaux qu'aujourd'hui, mais chaque projet était porté par une implication personnelle forte. Hélène Gagarine, avec son sens de la précision et son œil aiguisé, incarnait parfaitement cette exigence. Elle savait écouter les intentions des réalisateurs tout en imposant un rythme, un souffle qui devenait la signature invisible d'un épisode réussi. Pourtant, au-delà de cette carrière respectable, c'est son histoire personnelle qui retient l'attention. Issue d'une lignée prestigieuse, celle des Gagarines, famille de la noblesse russe, elle était née en 1929 dans un monde déjà bouleversé par la révolution de 1917. Ses parents avaient quitté leur patrie pour la Côte d'Azur, emportant avec eux les souvenirs, les traditions et les blessures d'un pays perdu. Ce déracinement a profondément marqué la fratrie. Georges, l'aîné, est mort tragiquement à 23 ans en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Elisabeth, née quelques années après Hélène, a suivi un parcours plus discret. Et enfin Masha, la Benjamine, a choisi la lumière des projecteurs. Dans l'annonce de son décès, Masha Merrill, sa sœur Elisabeth, ses neveux Michel et Nino, ainsi que sa petite nièce Elisabeth, ont exprimé leur peine avec sobriété. Le choix des mots, simple et direct, reflète l'esprit d'Hélène. Pudeur, dignité et absence de tout artifice. Ces obsèques auront lieu le 20 août à la cathédrale Saint-Alexandre Nevski, un lieu emblématique pour la communauté russe de Paris, avant une inhumation au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois, où reposent de nombreuses figures de l'émigration. Ce lieu de sépulture n'est pas anodin. Le cimetière russe est un véritable morceau d'histoire, un sanctuaire où les destins brisés ou exilés se retrouvent dans la paix. Hélène rejoindra ainsi ses pères dans un dernier geste de fidélité à ses origines. Pour ceux qui viendront s'incliner sur sa tombe, ce sera aussi un hommage à toute une génération qui, tout en s'intégrant à la société française, n'a jamais renié son héritage. En apprenant sa mort, on ne peut s'empêcher de penser que c'est un pan de mémoire qui disparaît. Une mémoire qui, au fil des décennies, s'était incarnée non pas dans des discours ou des revendications, mais dans un travail rigoureux, une manière d'être, et un lien indéfectible avec sa famille et ses racines. Le décès d'Hélène Gagarine n'est pas seulement celui d'une monteuse talentueuse, il rappelle aussi combien la culture et la mémoire se transmettent parfois dans le silence, loin des flashs et des tapis rouges. Pour comprendre la personnalité discrète et résolue d'Hélène Gagarine, il faut remonter bien avant sa naissance, jusqu'aux bouleversements qui ont marqué la Russie au début du XXe siècle. La famille Gagarine appartient à une ancienne lignée de la noblesse russe, auréolée d'un prestige séculaire. Mais comme tant d'autres familles aristocratiques, elle fut prise dans le tourbillon de la révolution bolchevique de 1917, qui renversa l'ordre impérial et força des milliers de Russes à fuir leur patrie.
Les parents d'Hélène, porteurs de cette histoire, quittèrent la Russie pour trouver refuge en France, s'installant d'abord sur la Côte d'Azur, terre d'accueil privilégiée pour la communauté russe en exil. Là, ils tentèrent de reconstruire une vie, conservant précieusement la langue, les traditions et la mémoire d'un pays qu'ils ne reverraient sans doute jamais. L'exil n'était pas seulement un départ géographique. Il signifiait aussi une perte de repères, un arrachement qui, dans bien des familles, se transmettait silencieusement aux enfants. C'est dans ce contexte qu'Hélène voit le jour en 1929. Elle était le troisième enfant de la fratrie. Avant elle, Georges, l'aîné, et Macha, à ne pas confondre avec Macha Merrill qui naîtra bien plus tard, avaient déjà grandi dans cette atmosphère où se mêlaient nostalgie et volonté de s'intégrer. Quelques années après Hélène, viendra Élisabeth, puis, bien plus tard, en 1940, la Benjamine, Marie-Madeleine, celle qui deviendra Macha Merrill. L'enfance d'Hélène est marquée par un double héritage. Celui de l'aristocratie russe, avec ses codes et son sens de l'honneur, et celui de la France d'entre-deux-guerres, où la famille tente de trouver sa place. Son père, ingénieur agronome, obtient un poste au protectorat français du Maroc. Ce travail l'éloigne souvent de ses proches, mais offre à la famille une relative stabilité économique. Malheureusement, cette sécurité est de courte durée. Alors qu'Hélène n'a que 10 ans, la tragédie frappe de plein fouet. En mission, son père contracte le typhus et meurt subitement. Cette perte laisse la famille désemparée et prive les enfants d'une figure paternelle essentielle. Le retour en France s'impose. Hélène, ses sœurs et leur mère s'installent à Bagneux, en région parisienne. Les conditions de vie y sont modestes, sans rapport avec le faste que leurs ancêtres avaient connu en Russie. Mais c'est aussi là qu'Hélène apprend la valeur de l'effort, l'importance de la solidarité familiale et la nécessité de rester discrète dans un monde où l'aristocratie en exil n'a plus de place politique ni sociale. Les années qui suivent sont marquées par un autre drame, la Seconde Guerre mondiale. Georges, le frère aîné, engagé dans la tourmente, meurt à seulement 23 ans en Allemagne. Sa disparition scelle un traumatisme supplémentaire dans cette famille déjà meurtrie. Pour Hélène, cette épreuve confirme une conviction intime. La vie est fragile, et le devoir de mémoire est un acte d'amour envers ceux qui ne sont plus là. Ce contexte forge chez elle un caractère à la fois résilient et réservé. Tandis que la Benjamine Macha, encore enfant, commence à exprimer un tempérament plus extraverti, Hélène développe un goût pour la rigueur et l'observation. Elle se passionne pour la lecture, le cinéma et les arts visuels, mais toujours avec ce regard d'artisan cherchant à comprendre la mécanique des œuvres plutôt qu'à se projeter devant les projecteurs. Il faut dire que dans cette famille, la culture tient une place essentielle. On y parle français et russe, on entretient les traditions culinaires de l'ancienne patrie et on veille à préserver l'élégance comme un marqueur d'identité. Hélène grandit donc dans un environnement où le raffinement se mêle à une certaine mélancolie. Cette éducation lui donne une aisance intellectuelle et un sens du détail qui, plus tard, feront d'elle une monteuse respectée. À la fin des années 1940 et au début des années 1950, Paris est en pleine effervescence artistique. Le cinéma français connaît un nouvel élan et les studios d'enregistrement se multiplient. Si Macha Merrill, sa jeune sœur, choisira rapidement de se former auprès de Charles Dullin et d'entrer dans le monde du spectacle, Hélène, elle, préfère se diriger vers les métiers techniques. Cette orientation, inhabituelle pour une femme de l'époque, témoigne d'une volonté de se démarquer. Dans un univers encore largement masculin, elle veut être reconnue pour ses compétences et non pour son nom. Ce choix de carrière ne rompra jamais le lien avec ses origines. Toute sa vie, Hélène restera attachée à la communauté russe de Paris, fréquente les lieux de mémoire comme la cathédrale Saint-Alexandre Nevski et cultive des amitiés fidèles au sein de ce cercle d'exilés. Elle sait que son identité est double, française par adoption, mais russe par cœur et par héritage. Cette enfance, à la fois marquée par la douleur et nourrie par un capital culturel exceptionnel, prépare le terrain de sa future carrière. Car c'est précisément ce mélange de discipline, de sensibilité et de lucidité qui fera d'Hélène Gagarine une figure respectée des coulisses de la télévision et du cinéma français. Lorsque l'on évoque les grandes figures du cinéma et de la télévision française des années 70, ce sont souvent les réalisateurs, les acteurs ou les producteurs qui occupent le devant de la scène. Pourtant, derrière chaque œuvre marquante, il y a un travail minutieux, discret, mais essentiel, celui du montage. C'est dans cet univers de patience et de précision qu'Hélène Gagarine a choisi de s'épanouir, façonnant l'ossature invisible des récits qui ont marqué plusieurs générations de téléspectateurs.
Entrer dans le milieu audiovisuel à cette époque n'était pas chose facile, surtout pour une femme. Les équipes techniques étaient majoritairement masculines et les carrières souvent construites par cooptation. Mais Hélène, forte de son tempérament tenace et de son exigence, réussit à s'imposer par la qualité de son travail. Sa signature, c'était ce sens du rythme et de la cohérence narrative qui transformait une suite de plans en une histoire vivante et fluide. Son nom figure aux génériques de production devenus emblématiques. Parmi elles, Belle et Sébastien, véritable phénomène populaire, adapté de l'œuvre de Cécile Aubry. Les épisodes qu'elle a montés ont contribué à façonner l'atmosphère poétique et tendre qui a séduit des millions de téléspectateurs. Avec Sébastien parmi les hommes et Sébastien et la Marie Morgane, elle a poursuivi cette aventure, donnant à l'image ce souffle d'authenticité qui permettait au public de s'attacher aux personnages et aux paysages. Hélène Gagarine a également participé à des projets plus audacieux sur le plan narratif. La série Aux frontières du possible, par exemple, proposait une vision avant-gardiste de la science-fiction française, mêlant enquête policière et anticipation scientifique. Là encore, le montage jouait un rôle crucial pour maintenir le suspense et la crédibilité d'un univers fictif exigeant. Elle a travaillé sur Vidocq, relecture romancée de la vie du célèbre bagnard devenu chef de la sûreté, incarné par Claude Brasseur. Dans cette série, le défi était de rythmer l'action tout en respectant l'ambiance historique. Son œil précis et son sens du découpage lui permettaient de trouver le juste équilibre entre intensité dramatique et clarté narrative. Son travail ne se limitait pas aux séries des télévisées. Elle signa également le montage du film Au-delà de la peur, porté par Michel Bouquet. Ce long métrage, moins connu du grand public que les séries à succès, témoignait de son savoir-faire dans un registre plus sombre et psychologique. Le montage y était essentiel pour installer la tension et maintenir l'attention du spectateur jusqu'au dénouement. Ce qui distinguait Hélène Gagarine, c'était sa capacité à s'adapter à des univers très différents. Que ce soit dans un drame intimiste d'une série familiale ou un récit d'aventure, elle savait capter l'essence de l'histoire et lui donner le tempo qui la rendait captivante. Dans les années 1970, la télévision française vivait un âge d'or, mais la cadence de production était soutenue. Les monteurs devaient travailler vite tout en maintenant un haut niveau de qualité. Hélène, elle, relevait ce défi avec une constance admirable. Ses collègues se souviennent d'elle comme d'une professionnelle discrète mais déterminée, attentive aux détails et toujours prête à défendre une coupe ou un enchaînement si elle estimait qu'il servait le récit. Ce perfectionnisme, loin d'être un obstacle, faisait d'elle une collaboratrice recherchée. Les réalisateurs appréciaient sa capacité à comprendre intuitivement leurs intentions et à les traduire en images. Il y avait aussi, dans sa manière de travailler, une fidélité à ses valeurs, respect du métier, respect des histoires racontées, respect des spectateurs. Elle voyait le montage non comme une tâche technique, mais comme un art à part entière, une écriture invisible qui donne forme et sens à une œuvre. Si elle n'a jamais cherché à capitaliser sur son nom, ou à occuper l'espace médiatique, Hélène Gagarine a laissé une empreinte durable dans la mémoire de ceux qui ont grandi avec ses séries. Sa contribution, souvent méconnue du grand public, fait partie intégrante du patrimoine télévisuel français. Dans le sillage de cette carrière, elle a aussi formé et conseillé de jeunes monteurs, leur transmettant le goût du travail bien fait et l'importance d'écouter une histoire avant de la couper ou de la remodeler. Ce rôle de passeuse de savoir, elle l'assumait avec la même discrétion qui caractérisait toute sa vie. En regardant aujourd'hui ses œuvres, on comprend mieux pourquoi son nom suscitait le respect dans les studios. Hélène Gagarine n'a pas seulement monté des images, elle a, à sa manière, contribué à écrire une page essentielle de la culture audiovisuelle française des années 70. Dans la fratrie Gagarine, chaque enfant a suivi un chemin singulier, mais un fil invisible les reliait tous, celui d'une histoire familiale forgée dans l'exil et les épreuves. Hélène Gagarine, bien qu'aînée de Macha Merrill de 11 années, n'a jamais joué le rôle d'une figure distante ou autoritaire. Leur relation était faite d'écoute, de soutien et d'une complicité qui a résisté aux années, aux choix de vie différents et aux aléas du destin. Macha Merrill, née Marie-Madeleine Gagarine en 1940, a souvent évoqué dans ses interviews le poids de cet héritage familial et la force de caractère de ses sœurs. Hélène, en particulier, représentait pour elle un pilier, une présence stable et rassurante. Lorsque leur père est mort, alors que Macha n'avait que 6 ans, Hélène, déjà jeune adulte, a naturellement pris une place importante auprès de leur mère et de ses cadettes. Elle n'était pas seulement la grande sœur, elle était aussi une figure de transmission, porteuse de la mémoire familiale et des valeurs héritées de la noblesse russe. La vie a pourtant très vite différencié leur trajectoire. Macha s'est lancée dans des études de lettres, puis a rejoint les cours d'art dramatique de Charles Dullin. Elle s'est construite une carrière sous les projecteurs, fréquentant les plateaux de tournage, les soirées mondaines et les interviews. Hélène, au contraire, a choisi les coulisses, préférant le travail de l'ombre à la lumière médiatique.
Mais cette différence n'a jamais été source de rivalité. Chacune reconnaissait la valeur du chemin de l'autre. Ce respect mutuel s'est traduit par des échanges nourris, parfois passionnés, autour de la culture, de l'art et de la manière de raconter une histoire. Si Macha apportait son regard d'interprète et de figure publique, Hélène y répondait avec son œil de technicienne et d'artisane de l'image. Ces discussions, souvent animées, étaient une façon de prolonger leurs liens, même lorsque leurs emplois du temps respectifs les tenaient éloignés. Dans la sphère familiale, Hélène était connue pour sa discrétion et sa loyauté. Elle évitait toute exposition inutile, même lorsqu'il s'agissait de moments mondains auxquels Macha pouvait l'inviter. Mais cette réserve ne l'empêchait pas d'être présente aux étapes clés, mariage, anniversaire, commémoration. Pour ses neveux et nièces, elle incarnait une mémoire vivante, capable de raconter l'histoire des Gagarines avec précision, ponctuant ses récits d'anecdotes sur la Russie d'avant 1917 ou sur la vie des exilés en France. La mort de leur frère Georges, survenue bien avant que Macha ne débute sa carrière, avait profondément marqué Hélène. Elle veillait à ce que son souvenir ne s'efface pas, rappelant à ses proches l'importance de préserver les traces de ceux qui avaient disparu trop tôt. Ce souci de mémoire se manifestait aussi dans sa manière d'entretenir les liens avec la communauté russe de Paris. Les deux sœurs se retrouvaient souvent à la cathédrale Saint-Alexandre Nevski lors des grandes célébrations orthodoxes, moments où passé et présent semblaient se rejoindre. À mesure que les années passaient, leur relation a gagné en profondeur. Le succès de Macha, loin de créer une distance, renforçait leur complicité. Hélène suivait avec intérêt ses projets, ses rôles, ses engagements, et Macha ne manquait jamais de lui témoigner sa reconnaissance. Cette fidélité affective a pris tout son sens dans les dernières années de vie d'Hélène. Malgré l'âge et la fatigue, Macha était à ses côtés, attentive et protectrice, comme Hélène l'avait été pour elle dans leur jeunesse. L'avis de décès publié dans le Figaro en août 2025 témoigne de ce lien intime. Les noms cités, Elisabeth, l'autre sœur, Michel et Nino, les neveux et nièces, et Elisabeth, la petite nièce, dessinent le cercle restreint de ceux qui ont partagé sa vie. Le ton sobre et pudique de cette annonce reflète la personnalité d'Hélène. Pas d'épanchement public, mais une dignité constante jusque dans l'ultime hommage. Il est rare, dans les familles, marquées par des parcours aussi différents, que la cohésion reste intacte. Dans le cas des Gagarines, cette unité tenait en partie à Hélène. Elle représentait un point d'ancrage, une mémoire et une stabilité précieuse dans un monde en perpétuel mouvement. Sa disparition ne laisse pas seulement un vide affectif, elle retire aussi à ses proches une part de leur histoire vivante. Au cours de ces dernières années, Hélène Gagarine avait choisi de vivre dans une grande simplicité, fidèle à l'image qu'elle avait toujours donnée d'elle-même. Elle ne cherchait ni les honneurs ni la reconnaissance publique, préférant la quiétude de son cercle familial et amical restreint. Ceux qui l'ont côtoyée témoignent de son humour discret, de son écoute attentive et de sa curiosité intacte, même à un âge avancé. À 96 ans, elle restait capable d'évoquer avec précision des souvenirs de tournage ou des anecdotes de jeunesse, comme si les décennies n'avaient pas altéré la vivacité de sa mémoire. Sa santé, longtemps préservée, avait commencé à décliner, mais sans que cela n'éteigne son intérêt pour l'actualité culturelle. Elle suivait les nouvelles productions, s'informait sur l'évolution du métier de monteur, aujourd'hui transformé par le numérique, et échangeait parfois avec d'anciens collègues ou de jeunes professionnels. Ce lien avec son univers de prédilection n'avait jamais été rompu. Le 14 août 2025, le Figaro annonçait sobrement son décès dans son carnet nécrologique. La formulation choisie, concise et dénuée de toute emphase, correspondait à la personnalité d'Hélène. Une vie vécue sans fracas, mais marquée par une présence constante et un engagement discret. La nouvelle, bien que peu médiatisée, a touché profondément ceux qui connaissaient de son parcours et son rôle dans l'histoire de l'audiovisuel français. Ses funérailles ont été fixées au 20 août à la cathédrale Saint-Alexandre Nevski, dans le 8e arrondissement de Paris. Ce lieu n'était pas choisi au hasard, il incarne la mémoire de la communauté russe en exil, un point de repère spirituel et culturel pour plusieurs générations. L'architecture majestueuse de l'édifice, ses fresques et ses icônes dorées offraient un cadre solennel pour ce dernier hommage. Les chants liturgiques orthodoxes, portés par le chœur, ont accompagné le cercueil, enveloppant la cérémonie d'une atmosphère à la fois mélancolique et apaisante. Après l'office, Hélène a été inhumée au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne. Ce lieu, unique en France, abrite les sépultures de nombreuses personnalités russes exilées. Artistes, écrivains, aristocrates, mais aussi anonymes ayant fui la Révolution. S'y rendre, c'est marcher au milieu d'un pan de l'histoire du XXe siècle, entre croix, orthodoxes et stèles gravées de prénoms slaves. Désormais, Hélène y repose aux côtés de ses pairs, dans ce havre de mémoire où l'exil trouve enfin un point d'ancrage définitif.
Pour sa famille, cette disparition est bien sûr une épreuve intime. Mais elle est aussi l'occasion de rappeler la valeur d'un parcours qui ne s'est jamais construit sous les projecteurs. Dans un monde où la notoriété tend à primer sur la contribution réelle, Hélène Gagarine a démontré que l'impact durable se mesure parfois au respect des pairs et à la qualité du travail accompli. Monteuse et productrice de talent, elle a participé à des œuvres qui continuent de vivre dans la mémoire collective, et son nom demeure inscrit dans les génériques qui ont bercé l'enfance et l'adolescence de millions de Français. Son héritage dépasse le cadre strictement professionnel. En conservant un lien fort avec la communauté russe et en transmettant à ses proches les récits familiaux, elle a contribué à préserver une mémoire qui aurait pu s'effacer. Sa vie témoigne de la manière dont l'histoire personnelle et l'histoire collective peuvent se tisser ensemble, créant un fil de continuité entre les générations. Aujourd'hui, ceux qui l'ont connue gardent d'elle l'image d'une femme digne, cultivée et profondément attachée à ses racines. Pour Masha Merrill, pour ses proches, mais aussi pour les amoureux du patrimoine télévisuel, Hélène Gagarine restera l'exemple d'une existence où l'ombre n'était pas synonyme d'effacement, mais de fidélité à soi-même et aux autres. En refermant cette page, on comprend que, dans le grand livre des destins familiaux, certaines figures ne cherchent pas à écrire les chapitres les plus éclatants, mais à relier les lignes, à maintenir la cohérence et à préserver l'esprit d'un récit commun. Hélène Gagarine fut l'une de ces figures, et c'est ainsi, dans la mémoire de ceux qui l'aimaient et dans les œuvres qu'elle a façonnées, qu'elle continuera de vivre. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo consacrée à la vie et à l'héritage d'Hélène Gagarine. Votre intérêt et votre fidélité nous encouragent à continuer à partager avec vous des histoires uniques et inspirantes. Si ce contenu vous a touché ou appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Votre soutien est précieux. Laissez-nous également un commentaire pour partager vos impressions, vos souvenirs ou vos réflexions. Nous aimons lire vos retours et échanger avec vous. Restez connectés car d'autres vidéos passionnantes arrivent bientôt. Ensemble, continuons à faire vivre la mémoire et la culture à travers ces récits.